Donc à un moment donné, j'ai écrit ces livres-là, pourquoi? J'ai écrit ces livres pour que les gens prennent leurs responsabilités. Encore une fois, moi je ne fais pas de dénonciation pour dénoncer, je pose des constats. Et en plus, petit détail que je dis à chaque fois, tous les élus ne sont pas pourris. Je le précise bien pour les gens qui ne comprennent pas, je ne suis pas là pour faire la théorie du complot, tout le monde c'est des salopards, tout le monde c'est des méchants. Non, il y a des gens bien, comme partout. Partout. Mais par contre, dès qu'on monte en haut de la pyramide, dès qu'on commence à remonter en haut de la pyramide, là se trouvent de plus en plus de gens qui sont pourris et qui ont les moyens de leur pourriture. C'est-à-dire que plus ils ont de pouvoir décisionnel et plus ils ont d'argent à brasser, plus la tentation est facile. Le problème, c'est que nous-mêmes, et c'est là où je ne suis pas d'accord, nous-mêmes, les lecteurs, etc., on laisse faire. On dit rien. C'est-à-dire que même les élus qui ne sont pas coupables, entre guillemets, ils ferment les yeux, ils regardent ailleurs, ils tendent un petit peu la main pour avoir une petite miette. Donc on est tous responsables. Je le disais hier, j'ai vu un maire dans le 93, c'est pas vrai, qui a été condamné pour agression sexuelle, viol, etc., etc. Mais vraiment quelque chose de pas bien avec les femmes. Il a été réélu au premier tour. Merci. Ça veut dire que les femmes elles-mêmes ont voté pour ce mec. J'ai un autre endroit où le maire, qui était vraiment un type pas bien, faisait des choses pas bien avec des femmes. Il y a 8 femmes qui ont porté plainte, donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est le mec qui se mettait tout nu le samedi matin dans la mairie quand les femmes venaient, qui avait toujours sa braguette ouverte, vous voyez tout ce que ce mec-là peut faire. Je lui dis toutes les minutes, ça, c'est mec pas bien, quoi. Les femmes ont été obligées de déménager, et lui a été réélu. Pire, le juge, quand même, il est obligé de faire quelque chose, a donc retiré au maire la faculté de venir dans la mairie pendant le temps du procès, mais il a autorisé le maire à faire ses conseils municipaux dans le café du coin. Donc le maire faisait ses conseils municipaux dans le café du coin, et les femmes étaient obligées de faire un détour, etc. Et ce type-là a été réélu. Donc moi je pose la question aux électeurs. On est aussi coupable, et quelque part, parfois on a les élus qu'on mérite. Comment ça se fait aujourd'hui que des types qui sont hyper condamnés, mais je vais vous expliquer pourquoi, que des types qui sont hyper condamnés soient réélus? Moi, je ne comprends pas. J'ai du mal. Toi, tu as été condamné, tu as fait des choses pas bien, et je vais revoter pour toi. Et bien aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi en France. Alors c'est vrai que c'est dû pas aux gens qui votent, c'est dû aux gens qui votent pas, c'est dû aux gens qui votent blanc. Mais je les comprends en plus, parce que le système est vérolé. C'est pour ça que moi, je milite pour un vote obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un gros truand, et je le mets dans du goudron et des plumes, etc., et je le disais déjà depuis 2 ans, quand vous avez un gros truand, un gros escroc, un gros ripou en tant qu'élu, c'est 3 fois plus facile pour lui d'être élu. Parce que quand vous êtes face à un type comme ça, déjà, il n'y a pas de candidat en face de lui. Comme aujourd'hui, la politique, c'est devenu un métier, le petit élu qui veut se lancer, lui, il ne va pas aller se présenter contre un mec qui est bien installé. Donc on envoie un sous-fifre de 3e catégorie, le petit militant de Babacool avec sa cravate et sa machin, qui lui est sûr de ne pas être élu, pour se battre contre ce grand élu. Et comme les gens savent que de toute manière ce mec-là va être élu, il y a un taux d'abstention phénoménal. Donc ne reste pour voter pour ces gens-là qu'une petite part d'électeurs qui sont ce que j'appelle les clients. C'est ceux à qui on a trouvé du travail. C'est le mec, c'est le petit vieux à qui on a donné des cadeaux en fin d'année. C'est la personne dont on a aidé le fils à rentrer au machin, etc., etc. Et c'est grâce à ça que ces gens-là ont eu. Parce qu'aujourd'hui en France, malheureusement, les Français n'ont pas forcément envie d'un élu intègre. Et moi j'en veux beaucoup aux Français pour ça. Parce que c'est vrai qu'un élu malhonnête, intègre, il vous aura pas le logement. Il vous fera pas sauter le petit PV. Vous le connaîtrez peut-être pas parce qu'il viendra pas vous brosser dans le dos en vous disant ça va Janine, comment tu vas avec tes enfants et tout, comme ils savent bien faire. Donc on est aussi coupable de ce genre de choses, il va falloir contrôler. C'est pour ça que je le dis, je milite pour le vote obligatoire. Je sais que des fois ça fait sauter les gens au plafond. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a des endroits où il y a 75, il y a 80% d'abstention. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont élus des fois avec 1 électeur sur 10. J'ai les stats des élections municipales. Dans les 30 plus grandes villes de France en 2014, les 30 plus grandes villes de France, il y a des endroits où les gens ont été élus avec 1,9 électeurs sur 10. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs. Donc il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser ça. Et la seule façon de rendre le vote blanc comptabilisé réellement avec un pourcentage, c'est d'avoir un vote obligatoire. Je vous explique pourquoi.
Attention à ceux qui disent on touche à la liberté. Ok, je touche à la liberté, je ne parle pas de liberté, moi je parle de citoyenneté. Si on rend le vote obligatoire, on supprime l'abstention. Jusque-là, vous me suivez? Si on supprime l'abstention, la seule façon politique aux gens de s'exprimer s'ils ne sont pas d'accord, c'est donc de voter blanc. Et donc si le vote blanc devient une réelle expression politique, ils vont réellement être obligés d'en tenir compte en pourcentage. Et s'ils en tiennent compte en pourcentage, au-dessus d'un certain seuil de vote blanc, la peste, le choléra, les chemises brunes, les chemises rouges et les chemises dont je ne veux pas, vous rentrez chez vous. Et c'est la seule méthode qu'on a aujourd'hui pour se débarrasser des crapules. Deuxième avantage sur le vote obligatoire, c'est qu'en plus quelqu'un qui va être élu sera élu sur un réel pourcentage. C'est-à-dire que quand monsieur le maire sera élu avec 30% des électeurs, il sera vraiment élu avec 30% de la totalité de l'électorat. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit, je suis élu à 65%, mais on oublie de vous dire de 10% des électeurs. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Oui, c'est tout à fait. Donc la seule façon mathématique, réelle, politique, etc., de rendre qualitatif et de rendre réel le pourcentage de vote sur lequel une personne a été élue, c'est de faire un vote obligatoire. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas possible. C'est possible. Il y a déjà plein de pays qui le font. Alors c'est vrai, il y aura toujours un petit miasme de personnes qui n'iront pas voter. En Belgique, il y a 9% des gens qui vont pas voter. En Belgique, il y a aussi des problèmes. Je ne dis pas non plus que ça va résoudre tous les problèmes. Je rajoute quand même, moi, quelque part, un petit détail intéressant. C'est qu'avec le vote obligatoire, je souhaiterais quand même que les élus aient un casier judiciaire vierge. Hein? Donc vote obligatoire, casier judiciaire vierge, à mon avis, on va déjà faire pas mal de ménage. Maintenant, mon problème, c'est le vôtre. C'est que c'est les élus qui font les lois. Donc je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient d'accord pour mettre ça en place. À nous de les obliger. Parce que la force qu'on a, c'est le nombre. Et un élu sans les électeurs, un élu sans le peuple, il n'est pas grand-chose. Et plus on sera transparent, plus les gens sauront le genre de choses, d'abus qu'ils font, ce que je mets dans mes livres, et ce qui commence à se répandre d'ailleurs, moins ils pourront le faire. Parce que les élus qui viennent nous voir en disant bah, « Attendez, je suis pauvre. Je suis comme vous, moi. » Ouais. Bah, tu regardes dans mon bouquin, il n'y en a pas un député qui gagne moins de 13 000 euros net. Moi, je veux bien les gagner, 13 000 euros net. Hein. Quand je dis net, c'est après impôt. Donc vous imaginez, j'ai pas mis les avantages. J'ai pas mis le téléphone, ce que j'ai pas pu quantifier, le téléphone, l'ordinateur, etc. Donc vous voyez, l'addition monte très très vite. Moi, ce que je reproche aujourd'hui aux politiques, c'est que par exemple, il n'y a aucun politique, il y a 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Et quand je vous dis 1% d'ouvriers, c'est le mec qui, quelque part, à 18 ans, a bossé 3 mois dans une usine. C'est pas des vrais ouvriers. Il n'y a plus. Aujourd'hui, la politique, pour certains parlementaires, c'est devenu une profession. Manuel Valls n'a jamais travaillé. Je le connais, j'ai bossé 9 ans avec lui. La seule chose qu'il a fait, c'est travailler en politique. Uniquement. Il a commencé sa vie très rapide. Donc il ne peut pas connaître les problèmes du peuple. C'est pas possible. Quand vous avez été habitué à bouffer au restaurant tous les jours, depuis vos 18 ans, quand vous avez pris l'habitude d'arriver au boulot quand vous voulez, repartir, vous êtes d'accord, ok, ils font de la représentativité, ils bossent le samedi, ils bossent le dimanche. Et je veux dire, faire de la représentativité, c'est pas la même chose que bosser à l'usine. Hein. Arriver en voiture, descendre de la bagnole, avoir des petits fours, faire un discours, et puis que tout le monde vous serre la patte et que les femmes vous adorent, c'est pas la même chose que de faire 3 heures de transport dans le métro à 5h30 du matin, et puis devant une chaîne avec votre contremaître qui vous surveille parce que vous avez été faire pipi 3 minutes. Et que normalement c'est 2 minutes 15 l'autorisation pour aller faire pipi. Ça, ils connaissent pas. Donc comment vous voulez qu'ils résolvent nos problèmes? Moi, je suis foudrage quand ces gens-là, ils votent des lois, comme ils en ont voté quelques-unes, en disant, mais c'est pour votre bien, madame. C'est pour votre bien, le peuple. Ce que nous votons aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez qu'il faut que vous fassiez des économies sur l'argent que vous n'avez pas. Ils savent pas, ces gens. Ils peuvent pas comprendre. Et il y a une dichotomie totale, et de plus en plus flagrante, entre le peuple et les gens qui nous gouvernent. Je rajoute à ça qu'en plus, ces gens-là sont de plus en plus influencés par des lobbying, par des intérêts privés. Moi, je suis foudrage de voir qu'il y a de plus en plus de lois, et je le mets dans du goudron des plumes, qu'il y a de plus en plus de lois qui ne sont pas rédigées par les élus. Hein. Ils sont rédigés par des lobbying. On regarde les textes que déposent les gens, les amendements qu'ils déposent, c'est les mêmes.
Il n'y a pas une virgule qui change. Et puis c'est bizarre. C'est aussi bien des mecs de droite que des mecs de gauche qui déposent ça. Donc moi je me dis, mais c'est pas normal. Non, si t'es un mec de gauche, je peux pas déposer le texte d'un mec de droite. Et si je suis un mec de droite, je peux pas déposer le texte de mec de gauche. Puis quand je regarde, c'est les mêmes. Copier-coller. Les mecs, ils ont même pas pris la peine de recopier le texte que leur a donné le lobbying. Et le lobbying, quand ils déposent un texte de loi, hein, c'est pas au profit de tout le monde. Hein. C'est uniquement à leur profit à eux. Donc, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se réveille et qu'on dise ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on peut savoir les choses. Aujourd'hui, on peut encore creuser. Moi, je peux vous dire que là, j'ai fait une étude, là, je suis en train d'étudier le taux de présence. Excusez-moi, ils vont le savoir. Hein, je suis en train d'étudier le taux de présence des députés à l'Assemblée nationale. C'est du boulot, hein. Je les prends un par un, à chaque séance de vote. Je regarde combien il y a eu de votes, je regarde combien il y a eu de machin, etc. On est en train de faire un tableau Excel, il y a un monsieur, un ingénieur qui est en train de m'aider là-dessus. On a fait un tableau Excel en train de nous noter 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Je veux dire que je suis effaré, quoi. Le taux de présence des députés dans leur ensemble, sur 2015, je crois que c'est 21% du temps. Est-ce que moi, en tant que salarié, si je suis 21% du temps à mon travail, le patron me paye à 100%? J'ai pas l'impression que si je fais ça, mon patron va me dire pas de problème, tu fais ce que tu veux. Eh ben eux, 21% du temps en séance officielle. Attention, qu'on me la fait pas à l'envers comme ils le font. Oui, mais pendant que je suis pas là, je suis ailleurs, je suis en commission, je fais mon travail sur le terrain. Non, 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 mon petit bonhomme. J'ai été élu 9 ans, je sais ce que c'est, moi. J'ai été au conseil régional, je sais ce que c'est que les assemblées. Tu peux pas me la faire à l'envers. C'est 21% du temps où officiellement ils doivent être là. Eh bien, ils ne sont pas là. Et ça suffit. Il faut qu'ils arrêtent, parce qu'on n'est plus des billes. On n'est plus là pour être des moutons. Et ce que je dis, ce n'est en dehors de tout parti politique. Je suis ni affilié à un parti d'un, j'ai été, mais je ne suis plus. Je dis ça parce que je dénonce le système dans son ensemble, aussi bien chez les gens de droite que chez les gens de gauche. Voilà, c'est ce que je peux vous expliquer à travers d'élus le tome 1, où je plantais quand même, je le rappelle, 400 élus. Sur les 400 élus que je plantais avec leur nom, leur adresse et ce qu'ils avaient fait, j'ai pas eu un seul procès. Moi, je voulais en avoir des procès. Je souhaitais avoir un procès. Parce que ça m'aurait bien plu, parce qu'ils auraient pu m'attaquer que sur la forme, parce que je rappelle que tout ce dont je parle, ce ne sont que des choses factuelles. C'est-à-dire que moi, j'ai rien inventé, je ne donne pas des grandes théories, je dis des choses qui sont réelles, prouvées, vérifiées, recoupées. Donc faites-moi un procès. Au contraire, ils vont me faire un procès sur la forme. Là, justement, sur le fait que j'ai mis une virgule où il fallait pas, et que j'ai dit que le monsieur, il avait un chapeau en paille, alors qu'en fin de compte, c'était un chapeau en simili-cuir. Là, on peut faire un procès. Si jamais il y a un procès comme ça, le juge va nous condamner une petite somme, 800 €, 400 € pour moi, 400 € pour l'éditeur, parce que c'est comme ça que ça se passe, les procès. Mais bonjour la pub. J'en ai pas un qui m'a fait un procès. Là, dans du goudron et des plumes, je mets le nom d'à peu près 600 élus, avec ce qu'ils ont fait, où ils l'ont fait, etc. Donc ça veut dire que n'importe qui, il va prendre mon livre, il va regarder son département, parce que j'ai aussi classé par département, tant qu'à faire, autant que je facilite le travail du lecteur. Et sur son département, je mis ça par ville aussi des fois, sur ma ville, vous allez pouvoir, si votre élu, il a mis les doigts dans la confiture. Moi, je dis rien, je n'ai pas de mensonge, je dis juste ce qui est vrai. Les gens qui sont mis l'examen, les enquêtes préliminaires, etc. À un moment donné, aux électeurs de se rendre compte qu'on ne peut pas voter pour quelqu'un qui a détourné du pognon. Qu'on ne peut pas voter pour quelqu'un qui a agressé des femmes. Ou des hommes, parce que maintenant j'ai les deux. Hein. Il ne faut pas croire que c'est réservé. J'ai aussi maintenant des femmes qui ont agressé des mecs. Donc c'est là où il faut se rendre compte que ce n'est pas seulement un problème de sexe, c'est vraiment un problème de système. Je le rappelle, le pouvoir, ça pollue, mais dans les deux sens. C'est vraiment important pour vous, mesdames, quoi. Écoutez bien, parce que des fois, et je le vois de plus en plus, les femmes qui montent dans la hiérarchie du pouvoir font autant de saloperies que les mecs qui montent. Donc c'est pas un problème de sexe, c'est un problème de pouvoir et de système. Et moi, ce que je dénonce, c'est le système. Le système où on soi-même, autorise à se voter des lois pour se protéger. Je le dis à chaque fois. Il y a l'histoire des casiers judiciaires, mais comment c'est que ces gens-là ont une retraite énorme? Comment c'est que ces gens-là peuvent, au bout de... Là, je ne le dis pas, j'ai oublié de dire, tiens, je vous donne un truc que je n'ai pas encore dit. Vous savez que la retraite des élus, moi j'ai été il y a pas longtemps voir pour ma retraite, parce que j'ai fait 15 ans d'élu, hein, 9 ans maire adjoint de Valls, 15 ans de conseiller régional. Pas énorme. J'ai quasiment autant de points qu'Antec, monsieur qui était à la retraite connaît,
que depuis l'âge de 14 ans où je travaille. J'ai demandé à la dame, mais il n'y a pas un zéro en trop là? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Et j'ai fait que 15 ans. Mais pourquoi? Parce que la retraite des élus, elle est abondée. C'est-à-dire que quand je cotise en tant qu'élu 1 an, la collectivité cotise 1 année. Donc quand j'ai cotisé 15 ans, c'est comme si j'avais cotisé 30 ans. Est-ce que c'est comme ça pour les salariés? Hein, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que les salariés, on est en train de passer de 42 à 44, à 45, à 47 ans. À 47 ans pour toucher une moyenne de 896 € aujourd'hui. 896 €. Moi, j'ai des gens qui vivent avec 500 € par mois. Comment ils font? Et la retraite d'un élu, au bout de 5 ans en député, c'est 1500 € net. Vous m'étonnez qu'il y a beaucoup de monde qui veut y aller. Je dis pas que c'est pas normal que ces gens-là gagnent un peu d'argent, encore une fois. Je ne suis pas dans le style de Robespierre, de Saint-Just, etc. Ça se termine toujours très mal et on termine sur la guillotine. Je dis simplement que maintenant, il faudrait y avoir un petit peu de décence et qu'il ne faudrait pas dépasser un certain nombre de lignes rouges. Alors, ok, que les élus gagnent bien leur vie, d'accord. Parce que c'est normal. Des élus que je connais, ils se défoncent, et il y en a quelques-uns, ils sont là 24 heures sur 24, ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche. Ok. Mais il y a des limites. Et de plus en plus, ces gens-là dépassent les limites. De plus en plus, en nous prenant pour des cons. Parce que non seulement ils dépassent les limites, mais ils nous expliquent que c'est bien. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections régionales, où on s'est déjà fait bananer parce que soi-disant ils devaient faire des économies en passant de 22 à 13 régions, comme par hasard ils ont gardé le même nombre d'élus. Donc là, les économies, je commence à les voir, mais uniquement pour le personnel, pas forcément pour les élus. Mais en plus, une des premières choses qu'ont fait les conseillers régionaux, sur certaines régions, c'est d'augmenter leurs indemnités de 70%. 70%! Quelqu'un est augmenté de 70% dans la salle? Non, hein, je crois pas. Nous, les augmentations, je crois que c'est les fonctionnaires 0,6%, là, 1,2 en 2 fois. Donc ça va faire grosso merdo pour les premiers salaires 60 centimes d'euros d'augmentation par mois. 60 centimes d'augmentation par mois. Parce que ce qu'a sorti la ministre, 200 € par l'année, en disant c'est bien, c'est déjà pas mal, c'est en 2 fois déjà, donc c'est que 100 €, et c'est pour les gens qui étaient déjà depuis 10 ou 15 ans dans le métier. Pour la plupart des gens qui sont en bas de l'échelle, la petite secrétaire fonctionnaire, c'est 60 centimes par mois. Eux, 70% d'augmentation. Et qu'on ne me dise pas qu'ils pouvaient, qu'ils étaient obligés, c'est pas vrai. Je rappelle que j'étais dedans. Ils n'avaient pas obligation de le faire. Oui, c'était légal, ils pouvaient le faire. Mais ils n'avaient pas obligation de le faire. Alors je dis que moi, la première des choses pour un élu, et ce qui devrait être, c'est de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, les élus en haut de la pyramide, je dis bien en haut de la pyramide, le plus haut monde dans la pyramide, ne nous montrent pas l'exemple. Ils nous disent de nous serrer la ceinture. Ils nous disent que nous ne sommes pas bien parce que nous travaillons au noir le samedi et le dimanche et qu'on gagne 100 € pour nourrir notre famille parce qu'on va repeindre un plafond en plus de notre travail, etc., et que là, il faut nous mettre 3 inspecteurs sur le dos et nous condamner. Et eux, les mecs, eux, pour certains, j'en ai compris un qui a eu 49 mandats. Il fait pas du travail au noir, ce mec. Les mecs qui ont 5 ou 6 mandats, ils font pas du travail au noir, eux. Mais c'est manifeste leur travail au noir. Et on les met en tôle, et on leur fait des procès, en leur disant que c'était des gens qui truandent avec la société, parce qu'ils vont... Moi, je connais des gens, ils gagnent pas assez. Le mec, il va bosser le week-end, il va faire de la maçonnerie, il va faire de l'électricité pour nourrir sa famille. C'est ceux-là derrière qui on met des inspecteurs, c'est ceux-là qu'on va chercher pour les punir, pour les montrer comme quoi c'est des lits de la société. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Hein. Parce que petit à petit, le peuple est en train de s'en rendre compte. Hein. Le peuple est en train de gronder. Et il ne faut pas s'étonner si les gens ne vont pas voter. Parce qu'ils luttent tous en disant l'abstention c'est une honte, il faut aller voter. Mais voter pour quoi? Voter pour qui? Voter pour ces gens-là qui sont dans mon livre que j'ai répertorié? On n'a plus envie. Et quand on regarde, on ne sait même plus de quel côté on va voter. On va voter à droite, on va voter à gauche. Il y a la peste, il y a le choléra, il y a des chemises brunes, il y a des chemises noires, et il y a des chemises dont on ne veut pas. Est-ce qu'on va voter? On n'a même plus envie de voter pour ces gens-là. Donc ils sont en train de favoriser l'abstention, ces gens-là. Et ils ne se rendent pas compte. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Quand il y aura 90% d'abstention, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que 90% d'abstention, ça veut dire quoi? Quand il y a 2 candidats au deuxième tour, ça veut dire que les gens vont être élus avec 0,5% des voix. 0,5% des voix. 10% de votants divisé par 2 candidats au deuxième tour, ça fait que 5% des voix.
5 personnes sur 100. Je rappelle pour ceux à qui j'en ai déjà parlé, que les conseillers régionaux, aujourd'hui, ont été élus avec moins de 5% des voix. Ouais, je vois des yeux qui s'ouvrent, là. Je vous explique. 100% de votants, d'accord? 60% d'abstention. Il reste donc 40% de votants. Ok? Sur ces 40% de votants, pour avoir des votes exprimés, vous retirez les blancs et les nuls. On fait une hypothèse base, 2% de blancs et de nuls. Donc 40% moins 2%, ça fait 38%. D'accord? Dans la loi qu'ils ont faite, pour passer au deuxième tour, aux élections régionales, il faut avoir fait 10% des exprimés. 10% de 38%. 3,8%. Et comme nous sommes dans une élection à la proportionnelle, qui apparemment est quelque chose de démocratique, je dis bien apparemment est quelque chose de démocratique, les 6 ou 7 premiers de liste, que ce soit à gauche ou à droite, quand ils passent la rampe du premier tour, sont sûrs d'être élus au deuxième. Les 6 ou 7 premiers, parce qu'on se dispute après dans le vote du deuxième tour, pour savoir qui va être 8e, 9e, 10e. Mais les 6 ou 7 premiers sont quasiment sûrs d'être élus. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseillers régionaux en France, qui sont environ à 2500 € net après impôt, ont été élus avec 3,8% des voix. Ton père, ta mère et la personne à qui tu as trouvé du boulot dans ta commune. Est-ce que ces gens-là sont légalement élus? Non. Enfin oui, pardon, ces gens sont légalement élus. Mais est-ce que ces gens sont représentatifs de la population? Non. Et là aussi, à un moment donné, il va falloir que ça change, parce qu'un élu doit être représentatif de la population. Et malheureusement, c'est plus le cas. Et moi, je me contente juste, à travers mes livres, à vous écrire ça et à vous le prouver par A plus B. Après, à vous de prendre vos responsabilités. Moi, je ne suis pas un censeur. Alors, je vous donne quelques pistes, hein, parce que c'est facile de critiquer, mais j'aime pas non plus les gens qui critiquent sans donner des pistes. Donc, je donne des pistes simples. Simple. Vous avez vu le casier judiciaire vierge. J'en ai parlé. Comment ça se fait que quand un élu est mis en examen dans une affaire sur sa mairie, la mairie ne se porte pas partie civile. Parce que si elle ne se porte pas partie civile, elle n'est pas remboursée si jamais il y a des dommages. Et il y a plein de mairies qui ne le font pas. Je demande à ce qu'un élu qui est condamné qui a détourné de l'argent soit au moins condamné à peu près ce qu'il a détourné. J'ai du mal à comprendre, et j'en parlais, qu'un élu qui a détourné sur une ville entre 13 et 20 millions d'euros soit juste condamné à 20 000 € d'amende avec sursis. J'adore le avec sursis en plus. Avec sursis. C'est-à-dire que le mec, il va se tenir à carreau pendant 5 ans et c'est effacé. Il a quelque chose sur 13 millions d'euros. Moi, je demande juste que ça soit un peu proportionnel et qu'on lui pique un peu sa baraque à ce mec. Parce que nous, on nous le fait. Hein. Un petit chef d'entreprise aujourd'hui, si jamais il fait le moindre petit écart dans sa gestion, etc., on lui vend sa baraque. Un président d'association, loi 1901, modifiée 1905, si jamais il a une erreur de gestion reconnue, c'est sa maison qu'on peut vendre. Pourquoi on ne peut pas le faire pour les élus? Pourquoi les élus, eux, ils sont... Je vais vous donner un autre, je le donne à chaque fois dans les conférences. J'ai un élu qui a été condamné à 2 millions d'euros d'amende. 2 millions d'euros. Appel, cassation, cour européenne, c'est fini, il faut que tu payes, mon bonhomme. C'est bien, hein? Il a passé un accord avec le Trésor public. Vous savez en combien de temps il rembourse? 162 ans.
Il a passé un accord avec l'entreprise publique pour rembourser les 2 millions en 162 ans. Et tout ce que je vous dis est vrai, hein. Et comme c'est une dette pénale sur sa tête, dès qu'il meurt, la dette s'arrête, ça ne sera même pas ses enfants qui vont payer. C'est normal, ça? On ne vendra pas sa maison, parce que je le connais, hein, c'est un ancien ministre. Il a des maisons, le mec, il a 2 maisons de campagne, il a je sais pas combien de bagnoles, etc., etc. Mais pourquoi on lui a pas piqué, à lui? Tu dois 2 millions d'euros à la société, il est prouvé que tu les as détournés, c'est une amende, il y a un juge qui a dit, et on te passe un accord pour que tu rembourses en 162 ans. Parce qu'en plus, il faut que vous le sachiez, la retraite des élus, elle est en partie pas saisissable. Ouais, on ne sait pas tout ça. Toi, ta retraite, si jamais tu as été condamné à quelque chose, on te saisit tout, hein. On te laisse juste les 500 euros pour bouffer, légal, on vient chez toi, on prend tout, on laisse juste le lit pour tes gamins si t'en as encore, on te laisse un petit peu la télé parce qu'il faut que tu t'abrutisses, mais tout le reste, on te le pique, hein. Et ben lui, 162 ans pour rembourser sa dette de 2 millions. Pas de bol, des emmerdeurs comme Pasco et d'autres, parce qu'on est quelques-uns sur toute la France, on creuse dans les papiers. Et on l'a trouvé, ce genre de choses. Donc le fait de le dire et que vous le sachiez, j'espère que ça va faire réfléchir quelques autres trésoriers périeurs quand des gens comme ça viennent les voir pour leur accorder des faveurs. Parce que ça, non plus, ce n'est plus tolérable. C'était pas déjà tolérable, mais c'est encore moins tolérable quand on arrive dans une société où on demande aux gens de se serrer la ceinture. Et aujourd'hui, on doit serrer la ceinture, paraît-il. On doit tous se la serrer énormément. Donc pourquoi les gens qui nous gouvernent ne se la serrent pas? Je veux juste qu'on m'explique ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore la réponse. On m'explique que je ne suis pas assez intelligent, que je ne comprends pas la profondeur de la réflexion monétaire d'un élu. Je ne comprends pas qu'un élu, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent pour pas qu'il soit corrompu. Hein, vous ne connaissez pas cette formule. Et si on ne veut pas que les élus soient corrompus, il faut bien les payer. Moi, je vous prouve par A plus B, je le mets dans mes livres, que plus on les paye, plus ils sont corrompus. Donc c'est l'inverse. Il y a un moment, il faut arrêter. Comment ça se fait? Je l'ai dit sur une radio, qu'un élu qui a plusieurs mandats, on lui rembourse 3 fois son déjeuner. Est-ce que moi, je déjeune 3 fois? Non. Donc pourquoi on lui rembourse 3 déjeuners? Il déjeune qu'une fois, l'élu. Ou alors, c'est vraiment des génies, quoi. Si on veut dire, mais moi j'ai été élu, je déjeunais qu'une seule fois. Hein. Et je payais de ma poche, en plus. Et ces gens-là, on leur fait des frais de représentation pour les 3 mandats où ils sont. Ça suffit. Les députés, par exemple, qui touchent un IRFM, vous connaissez l'indemnité représentative de frais de mandat, 5 770 € par député, 6 200 € pour un sénateur. En plus de ça, on leur rembourse aussi leur taxi. Pour certains. Alors que normalement, ça devrait être sur l'IRFM, puisque c'est fait pour ça. Légalement, quand vous lisez dans le règlement, c'est fait pour ça. Si le député a besoin de se prendre, eh ben, tu prends ton IRFM et tu penses. En France, on fait l'inverse de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire qu'on te donne du pognon, tu en fais ce que tu veux. Alors que dans certains pays, tu peux dépenser de l'argent. Mais tu fais une facture pour qu'on te rembourse. Ce qui me paraît moins logique. Et pourquoi on n'inverse pas le système? Ok, les mecs, pas de problème, moi je suis d'accord, vous avez des frais, c'est normal, de représentation, etc. Mais c'est vous qui payez sur votre pognon, et vous présentez la facture au trésorier comptable. Ça éviterait, comme on a déjà eu, des députés qui se payent de la thalassothérapie, ou des voyages, des safaris, ou des voyages au Portugal, eux et leur famille, avec l'IRFM. Et en plus, ils viennent vous dire que c'est légal. Moi, je vais faire ça. J'ai une boîte, après tout. Enfin, j'ai pas de boîte, hein, mais si j'étais dans une boîte, ben, je prends dans la caisse et puis je vais voyager, après tout. Pourquoi c'est légal pour eux et c'est pas légal pour nous? Il y a un moment donné, il faut se dire, et puis on parle pas des mêmes sommes. Hein. Je le rappelle, plus de 5 000 €, presque 6 000 € par mois pour un député. Ça fait donc, multiplié par 10, 60 000, plus 12, ça fait 72 000 € par an. Moi, il me faut plus de 2 ans pour les gagner. Hein. 72 000 € d'argent de poche. D'argent de poche. C'est-à-dire, bonjour papa, l'État, est-ce que tu peux me donner 6 000 € par mois? Oui, tiens mon petit, fais ce que tu veux, va au cinéma. Et ben c'est ça qui se passe avec l'argent qu'on donne à ces gens-là. Ça devient inadmissible, d'autant plus que ces gens-là ne s'en servent pas à bon escient. Moi, j'ai rencontré une députée il n'y a pas longtemps, qui a été élue en 2012, sur une conférence, je ne sais plus, du côté d'Orléans. Elle m'a dit, la première chose qu'on m'a dit quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée, c'est qu'on m'a expliqué comment je pouvais truander avec mon IRFM. La nana, elle débarquait, elle était encore, etc., elle était outrée. Elle m'a dit, mais attends, par contre, c'est la première chose qu'on m'a dit.
Viens, dans un coin, je vais t'expliquer comment tu peux truander. Des mecs qui représentent, qui nous représentent. Des mecs qui sont censés être des exemples. À cette femme-là, on lui explique, la première chose qu'on lui dit, c'est viens, je vais t'expliquer comment on peut truander. Il va falloir qu'ils arrêtent. Hein. Parce que maintenant, on sait. Maintenant, on est au courant. Maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes choses, en un quart d'heure, on peut savoir un truc. Alors c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, il faut faire le tri. Mais n'empêche que si on veut, en un quart d'heure, on peut avoir l'information. Donc ils ne peuvent plus rester dans le monde d'opacité dans lequel ils veulent nous plonger. C'est trop tard, les enfants. On est capable d'allumer la lumière nous-mêmes. On est capable d'appuyer sur le bouton nous-mêmes. Vous ne pouvez plus nous laisser dans le noir. Maintenant, on sait lire ce qu'il y a sur un bulletin de vote. Parce que ces gens-là, avec le lobbying, veulent deux choses. Je le mets dans du goudron et des plumes. Un, surtout qu'on ne lise pas les étiquettes de ce qu'on achète. Ça, pour eux, c'est un bonheur. Hein. Moins on lit les étiquettes de ce qu'on achète, moins on regarde combien on paye, mieux c'est. Deux, qu'on ne regarde pas pour qui on vote. Ça aussi, ça les intéresse. Moi, je suis désolé, je milite et je militerai jusqu'au bout pour qu'on lise ce qu'il y a sur les étiquettes et qu'on sache ce que ça veut dire. Parce qu'en plus, comme c'est des becs futés, la plupart du temps, quand ils mettent quelque chose sur les étiquettes, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Hein. Parce que c'est plus simple. Hein. Mais ils ont l'impression de nous avoir donné la parole. Hein. E420, E450, le truc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas bon pour toi, mais lis pas. Ne lis pas, ne comprends pas. Ça suffit. Et sur les bulletins de vote, moi j'aimerais bien savoir pour qui je vote. Et je sais de moins en moins pour qui je vote. Parce que malheureusement, aussi bien à droite, à gauche, etc., il n'y a aucun parti aujourd'hui qui ne fait... Moi je suis fou de rage de m'apercevoir qu'il n'y a même plus de clivage de société. Entre les gens de droite et les gens de gauche. Il y a les gens de gauche qui font des trucs de droite. On se dit on va pas taper, si on tape dessus, on passe pour je sais pas quoi. Et les mecs de droite qui font de temps en temps des choses comme les mecs de gauche. On fait quoi? On fait quoi? On continue? On les laisse petit à petit nous entraîner dans un pays féodal. Parce que je le dis aussi, de quoi on parle aujourd'hui? Les élus sont dans leur fief. Ils ont leur portefeuille. Ils sont aux affaires. Aujourd'hui, la politique, c'est un truc familial. Le père, la fille, pour certains. Le grand-père, le petit-fils, etc. Moi, j'ai un département, là, où il y a quasiment 15 personnes de la même famille qui sont politisées et qui sont élues. 15 personnes. Et c'est bizarre, hein? Parce que il y en a un, c'est le sénateur. L'autre, il bosse dans le truc des... pour donner les autorisations pour construire des trucs. L'autre... Et c'est... Putain, les mecs qui se font des fortunes en ça, ils arrivent à faire des trucs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui des élus passent par-dessus la loi? Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un élu, quand il est condamné, il soit condamné au bout de 15 ou 20 ans? Si nous, on fait une connerie, 3 ans après, on a vendu notre maison, on se retrouve à Fleury, ou je sais pas où, à la santé pour ici. Eux, 15 ans, 20 ans après, ils sont condamnés. Est-ce que c'est normal qu'un élu qui a été condamné ne rembourse pas ses frais d'avocat? Moi, si jamais j'ai un procès, je le paye, mon avocat. Un élu, je suis d'accord. Ok, il peut être mis en examen parce qu'il a fait une connerie dans la ville, parce que son service, il y avait un nid de poule, il y a une dame qui s'est cassée la tête sur le nid de poule, il y a un procès, c'est normal. Donc moi, dans ces cas-là, je dis que c'est normal que l'élu qui a fait son boulot, mais quelque part fait une erreur, il n'ait pas à payer l'avocat, etc., etc. Mais aujourd'hui, sur des faits qui sont graves, sur des faits de confusion, de corruption, d'agression sexuelle, etc., on paye l'avocat de l'élu. Je le mets dans du gaudron des plumes. J'ai un élu dans le 93, il a dépensé à un moment donné 2,5 millions d'euros par an, 2,5 millions d'euros par an en frais d'avocat, au nom de la collectivité. J'ai une autre élue qui était la mairie de Paris, qui était donc défendue, qui avait fait une grosse connerie. Ils ont pris 7 ou 8 avocats payés par la mairie de Paris pour le rembourser, pour la défendre. 7 ou 8 avocats. Et le pauvre mec en face qui dénonce le lanceur d'alerte comme moi je peux être, quand il y a un procès qui m'arrive sur la gueule, c'est moi qui paye mon avocat. Hein. Sur mes deniers. Hein. Donc déjà là, il y a un déséquilibre. Il va falloir qu'à un moment donné, on rétablisse un petit peu l'équilibre, parce que la justice, elle doit être la même pour tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avocats doivent être les mêmes pour tout le monde dans ce genre de choses. Et aujourd'hui, il y a une disproportion entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pour savoir si au niveau législatif ou au niveau, par exemple, de la République, est-ce que le peuple peut, à un moment donné, se manifester ou faire quelque chose? Parce que dans le système tel qu'il est, il est verrouillé. Il est verrouillé. Alors, comment faire sauter le verrou? On peut faire sauter le verrou par la transparence. Je vais vous dire, tout aujourd'hui est basé sur l'opacité. Plus les gens seront, plus à mon avis, moi, je veux dire, par exemple, je lance depuis 3 ou 4 ans cette histoire de casier judiciaire vierge pour les élus. C'est imparable. Imparable. Donc,
répandez-le, parlez-en, dites-le autour de vous. À un moment donné, les gens vont se rendre compte. Et j'ai déjà des villes qui le font. Grâce à tout le bruit qui est passé à côté de ça, parce que c'est vrai, il y a déjà des villes qui mettent dans le règlement intérieur de la commune, je crois qu'à Perpignan ils l'ont fait, mais c'est pas une référence à Perpignan, ils ont mis dans le règlement intérieur que tout élu, à voir après, il faut qu'ils le respectent, hein. Ils ont mis dans leur règlement intérieur que tout élu qui est mis en examen doit démissionner, et que tout élu qui n'a pas un casier judiciaire vierge ne pourra pas être présent sur la liste. Donc petit à petit, on progresse. Petit à petit. Mais je vois pas d'autre moyen, quoi, parce que c'est eux qui font les lois. Le seul moyen, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui soient informés, parce que les gens ne sont pas informés. Les gens ne savent pas, c'est comme sur l'huile et le gaz de schiste dont je vais vous parler tout à l'heure, les gens ne savent même pas ce que c'est. Ils se rendent pas compte que c'est 600, 700 ans de pollution quasi définitive, quand je dis 1600 ou 700, de leur terre. Parce qu'on leur ment. Aujourd'hui, les élus vous mentent. Quand ils vous balancent des lois, ils vous font croire des choses. Et en fin de compte, quand vous creusez un petit peu sous le tapis, je vais vous en donner une, tiens, un cadeau. Septembre 2015, il y a une loi qui paraît, comme quoi on n'a plus le droit de se servir du liquide pour acheter quelque chose au-dessus de 1000 euros. Donc aujourd'hui, si vous allez acheter une machine à laver à 1500 euros, vous ne pouvez plus payer en liquide. C'est interdit, hein. Bon, il y a encore quelques-uns qui le font, hein. Mais globalement, c'est interdit. On est d'accord? On m'explique que c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent des trafics de drogue. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis en plus, hein. Ok, d'accord, vous êtes les gens intelligents, vous trouvez que les mecs qui dépensent 1000 euros, c'est du trafic de drogue. Sauf que un mec en meilleur que moi creuse sous le tapis, encore une fois. Je regarde la loi dans le détail. Quand vous jouez au PMU, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 3000 euros en liquide. Ben, je me dis que le trafic de drogue, il n'y en a pas dans le PMU, dis donc. Au PMU, tu peux mettre 3000 euros en liquide, donc il n'y a pas de trafic de drogue, puisque pour 1000 euros, c'est du trafic de drogue. Arrêtez de nous prendre pour des billes. Arrêtez de nous prendre pour des billes. Et c'est vrai que quand on sait ce genre de choses, après, ils sont ridicules. Ils sont ridicules parce qu'ils vous donnent une partie de la vérité. Ils vous disent pas tout le reste. Je vais vous donner, ils nous disent, par exemple, les élus, là, viennent de s'augmenter leur point de retraite à eux. Et dans le même temps, et moi je suis dans ce cas-là, avant, quand vous travailliez au-dessus de 60 ans, au-dessus de votre âge de la retraite, vous aviez un petit bonus de sécurité sociale. C'est-à-dire que vous bossiez 1 an de plus, vous aviez un gap de 5% sur votre retraite future. Vous bossiez 2 ans de plus, vous aviez un petit gap de 7%. Ben ça, ils l'ont supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent au-dessus de leur quota, etc., vous travaillez pour rien. Vous cotisez, mais pas pour vous. Là, c'est vraiment de la cotisation par répartition. Et bien ça, cette loi-là, c'est bizarre, ils en ont pas beaucoup parlé, hein. C'est marrant, hein. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent et qui sont... Je vais vous en donner une autre qui est complètement innommable. Et ça passe par la transparence, encore une fois. C'est sur les carrières longues. Donc aujourd'hui, ils ont fait une super loi sur les carrières longues, d'accord? Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est que quelqu'un qui a eu un cancer du sein, par exemple, pour les femmes, ou qui a eu une grave maladie, quand vous vous pointez pour demander votre carrière longue parce que vous avez vos annuités, il faut que vous rajoutiez vos années d'absence. Donc quelqu'un qui a eu un cancer pendant 3 ans, par exemple, ça peut arriver, un cancer, maladie, convalescence, 3 ans d'absence sur mon travail, et qu'il a le droit de bénéficier à la carrière longue en partant à 60 ans, il est obligé de rajouter les 3 ans de sa maladie. Donc, grosso en plus, au lieu de partir à 62 ans, il est obligé de partir à 63, ou elle. Mais les gens ne savent pas, parce que les gens n'ont pas regardé. Moi, je suis là, j'essaye de vous faire voir que ce genre de truc, c'est des aberrations. Et plus les gens le savent, plus ils se mettent à gueuler. Plus ils se mettent à gueuler, plus ils sont obligés de reculer. Et ce truc-là, ils vont bientôt le changer, là. Parce que c'est quand même une aberration. Une carrière longue, j'ai été malade, en fin de compte, je pars plus tard que les autres. Est-ce que c'est de votre faute si vous avez eu un cancer? Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que je sache, un cancer du sein ou d'eau pour les femmes, c'est pas de sa faute, hein? Et bien ces gens-là, ils vous le rajoutent pour pouvoir partir en retraite. C'est des gens qui sont complètement hors sol. Je dis simplement que les députés, les parlementaires, encore une fois, je le répète toujours et je le dis souvent, tous les élus ne sont pas pourris. Le petit élu de campagne, le petit élu de la base, qui se défonce pour rien du tout, pour pas une thune, qui bosse le samedi, qui bosse le dimanche, lui, c'est pas un pourri. Par contre, dès qu'on remonte en haut, les mecs, désolé, ils s'en mettent de plus en plus plein les fouilles, et quelque part à un moment donné, il faut que ça s'arrête, parce que ça devient intolérable. Intolérable. Des gens qui votent des lois qui sont même plus pour nous, qui sont uniquement pour eux, pour se protéger. Je rappelle qu'ils ont voté une loi il n'y a pas longtemps, ce qui est passé, personne ne s'est rendu compte. Si moi je démissionne, vous démissionnez de votre boulot, vous avez droit à quoi? À que dalle. Hein.
Je vous le dis, hein, vous démissionnez, c'est ni chômage, ni assurance, c'est que dalle. Et ben ils ont voté une loi il n'y a pas longtemps que personne n'a vu, c'est que quand un élu ne se représente pas, donc, ou n'est pas réélu, mais ne se représente pas, ça veut dire qu'il démissionne. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'ok, ben voilà, je ne me représente pas, j'ai plus envie, j'arrête, etc. Donc je démissionne. Et ben lui, il a droit à 3 ans d'assurance chômage. Bizarre, hein? Ça aussi, il va falloir que vous arrêtiez. Parce que je ne vois pas pourquoi un élu aurait droit à du chômage alors qu'il a démissionné, alors que un salarié, quand il démissionne, il n'a pas le droit. Pourquoi un élu aussi, il a le droit de revenir à son ancien travail? Parce qu'ils sont bien, ces petites lois aux petits oignons pour eux. Hein. Ils ont passé une loi. Avant, quand un député passait ministre, c'était donc son suppléant qui revenait, et puis, une fois qu'il n'était plus ministre, on refaisait une élection. Ben non, ils ont changé la loi. Le mec, il est ministre, son suppléant, il est, et si jamais il redevient il est plus ministre, il redevient député automatiquement. C'est passé comme une lettre à la poste, ça. Si moi, je démissionne de chez Renault, et que je vais bosser chez Peugeot, et que je dis un jour, bah, j'en ai marre, Peugeot me fout dehors, est-ce que Renault me reprend systématiquement? Est-ce que je retrouve mon poste? Non, hein, je crois pas. Hein. Eh ben eux si. Eux si. Moi, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, quand un ministre est plus ministre, on ne refait pas des élections pour savoir s'il peut encore être député? Mais les mecs, ils sont pas fous, ils savent pertinemment qu'ils font tellement de conneries comme ministres qu'ils ont changé la loi pour assurer leur boulot comme député. Mais on ne parle pas d'un petit boulot à 1300 €. Hein. On parle de boulot à 15 000 € par mois quand même. Elle est où la justice? Elle est où l'équité? Elle est où nous sommes tous pareils devant la loi? Oui, moi j'ai dit nous sommes tous pareils devant la loi à condition d'être du bon côté. Hein. Parce que si toi t'es devant, t'en prends plein la tête. Hein. Eux, derrière, ils prennent rien. Et rien que ce genre de petit truc, moi, me rend fou. Et ce qui me rend fou, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, je suis juste là, à travers mes livres, pour vous expliquer ce qu'il y a. Après, prenez vos responsabilités. Si vous trouvez le nom d'un de vos élus dans mon bouquin, et si vous revotez pour lui, c'est de votre faute. Ça ne sera plus de la mienne. Et encore une fois, j'accuse aucun parti politique, qu'on soit bien clair. Je ne milite pas pour un parti politique, qu'on soit bien clair. Je milite simplement pour que le système change, parce que le système, aujourd'hui, ne tourne qu'en faveur de certaines personnes. Et nous ne sommes plus dans un système de partage, ce qui devrait être la politique, nous sommes dans un système de profit. Et le profit, il est malheureusement que pour quelques-uns. Alors que ces gens-là qui sont élus devraient au contraire travailler pour l'ensemble des populations. Donc, je ne suis pas un mécréant, je ne suis pas dans la théorie du complot, je ne suis pas là pour vanter les mérites d'un autre parti, qu'on soit bien d'accord, je suis là juste pour dénoncer un système qui est parti en vrille. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je vais terminer là-dessus. En 1789, c'est loin, hein, quand ils ont commencé à monter les premières assemblées, ils se sont aperçus que donc il y avait une différence entre le député qui habitait en province et celui qui habitait Paris. Donc ils ont décidé de donner du pognon, une indemnité, c'est là où ça a commencé, aux élus. Mais ils ont eu tellement honte qu'ils ne l'ont même pas mis dans les comptes rendus de réunion. Donc grosso modo, en 1789, ils commençaient déjà à dissimuler qu'ils filaient du pognon aux élus de la République. 1789. Et à un moment donné, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Ils ont commencé, il faut qu'on arrête. Et aujourd'hui, je rappelle, juste un petit point de détail qui est un truc de fou, c'est que dans la Constitution, c'est inscrit que l'élu est bénévole. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est des gens plus intelligents que moi qui ont fait raison. J'ai de plus en plus de mal à comprendre qu'une partie des élus s'en mettent plein les poches. Parce que c'est bénévole. Soyons bénévoles. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne suis pas contre le cumul des mandats. Je vais vous expliquer pourquoi. Putain, chaque fois je dis que j'arrête et je continue. Vous savez qu'il y a une loi qui passe en mars 2017. Vous la connaissez, cette loi, hein. C'est une loi vachement géniale pour le peuple. C'est sur le non-cumul des mandats. On vous a annoncé ça comme quelque chose de merveilleux. Le non-cumul des mandats. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est une arnaque. Grave. Explication de texte. Donc les élus qui ont plusieurs mandats vont être obligés d'en lâcher un. D'accord? Ils vont lâcher le mandat sur lequel ils ont moins de pognon. Hein, faut pas rêver. Hein. Donc le petit mandat à 1500 €, comme certains élus qui leur servaient uniquement à acheter leurs cigares, ils vont le lâcher.
Sauf qu'ils ne vont pas lâcher ce mandat pour n'importe qui. Ils vont le lâcher pour un petit copain. D'accord? Donc ce petit copain, il va être élu, puisqu'on ne peut pas laisser le mandat tout seul. D'accord? Le mec qui va gagner 1 500 €, ils vont nous ressortir le discours de dire, mais attendez, si vous voulez que le mec soit pas corrompu, il faut qu'il gagne bien sa vie. Donc on ne peut pas le laisser avec un petit mandat de 1 500 €. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le mandat du petit élu qui vient d'être élu, pour qu'il ait une indemnité décente. Donc déjà, premier point, d'un truc où on devait avoir moins d'élus, on va en avoir plus, et d'un truc où on devait dépenser moins d'argent, on va en dépenser plus. Est-ce que je suis clair jusque-là? Mais c'est pas fini l'histoire, il y a toujours une petite histoire. L'élu qui, lui, aura perdu son train de vie. Il ne faut pas croire, comme il est en haut de la pyramide, qu'il va rester avec les 1 500 € qu'il a en moins. Il va bien trouver une petite combine pour faire augmenter un avantage ou faire augmenter une petite indemnité. Donc d'une loi qui au débarrage avait l'air hyper intéressante et hyper bien pour le peuple, en fin de compte ils ont transformé ça en un truc qui va être pire. On va se retrouver encore avec plein d'élus qui vont être alimentaires et avec plus d'indemnités à verser. Moi je dis, il y a un malaise. Pourquoi ils n'ont pas commencé par réduire les mandats? Pourquoi? Et je vais vous donner un truc tout simple. Moi je suis un type très terre à terre. J'applique ce que j'appelle la méthode Al Capone. C'est-à-dire que quand on ne peut pas choper quelqu'un par ses meurtres, on le chope par les impôts. Donc, en gros, c'est-à-dire que si on ne peut pas rentrer par la fenêtre, rentrons par le chemin. Donc, il y a un truc vachement simple par rapport aux mandats. Plutôt que de supprimer les mandats, ce qu'on n'arrivera jamais, hein, parce qu'on est en France et que chacun veut son petit mandat, sa petite élection. Contrôlons réellement les indemnités et les avantages qu'on donne aux mandats, et à partir du moment de 2 mandats, je vais même jusque-là, le 3e, tout est gratuit. Tout est gratuit. Contrôlé, vérifié, comme ça se fait dans certains pays du Nord, où quelque part, toutes les dépenses sont marquées jour par jour. Et je peux vous assurer que si les mandats sont bénévoles totalement et contrôlés, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y aura vachement moins de monde qui va courir après les mandats. Et là, on sait que le mec qui va prendre un 3e mandat, il va vraiment le faire parce qu'il y croit. Parce qu'il sait qu'il ne touchera pas une thune, pas un avantage, pas un copec, pas un téléphone de plus en prenant ce mandat-là. Et là, on commence déjà à avoir une démocratie plus réelle sans les effets négatifs. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent travailler plus vite que d'autres. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire, allez, je veux dire, 2 ou 3 choses en même temps. Pourquoi pas? Mais tu les fais totalement gratuitement. Tu les fais dans le bénévolat, comme c'est marqué dans la Constitution. Et là, je peux vous assurer qu'il y aura vachement moins de monde. Voilà, messieurs, dames, je termine parce que sinon je peux parler pendant 3 heures comme ça. Si vous avez des questions autres, je suis à votre disposition. Ne soyez pas désespérés, hein, moi j'essaie d'être positif, hein, surtout. Hein. Tout ce que je dis, c'est pour être positif. Je crois encore à la République, je crois encore aux élus, je crois en un tas de choses. Je crois simplement qu'il y a des gens qui profitent du système et qui se fichent de notre gueule, quoi. Il faut simplement qu'on éjecte ces gens-là pour revenir à des choses un peu plus saines. Et je vous conseille du goudron et des plumes, etc. Je connais l'auteur, il est pas mal.